Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, ça y est, c'est le premier Mayeko Talks. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que pour une fois, vous allez enfin entendre une autre voix que la mienne au micro de ce podcast. Aujourd'hui, pour faire ce Mayeko Talk avec moi et être au micro du podcast, eh bien, j'accueille Michael Menu, CEO de Broptimize Energy. Michael, bonjour. Bonjour Marline. Comment est-ce que tu vas, Michael ? Super bien. Ok, super. Écoute, Michael, moi, je suis ravie de t'accueillir au micro du podcast. Et en fait, ce qui est très drôle avec toi, c'est qu'effectivement, toi, tu m'as connue au moment où j'étais un peu dans cette transition professionnelle, où j'avais mon ancien projet. Il n'était pas totalement arrêté et je commençais pas totalement ici. Et donc, moi, je trouve ça super chouette qu'on se retrouve 2 ans plus tard pour rediscuter du monde du travail ensemble, parce que tu fais partie des premières personnes qui, en fait, ont assisté à la naissance de ce que je fais aujourd'hui. Tout à fait. Pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots pour dire un peu à nos auditeurs qui tu es. Eh bien, je suis Michael Menu, comme tu l'as dit. J'ai 38 ans. Je suis un des 2 cofondateurs de Broptimize. Donc, Broptimize, c'est une entreprise qui aide les entreprises dans la transition énergétique et qui a maintenant 8 ans, qui comporte 60 personnes dans ses équipes. Et voilà, c'est certainement ce qui prend le plus de temps aujourd'hui dans ma vie, même si j'en consacre aussi évidemment à ma famille, au sport et à plein d'autres choses. Mais c'est vrai que quand on est entrepreneur et penser quelque chose, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de charge mentale aussi. Donc voilà. Ok, chouette. Et du coup, cette idée de lancer Broptimize avec ton frère il y a 8 ans, elle arrive comment ? C'est quoi en fait l'élément déclencheur qui a fait que vous avez lancé ce projet ? À la base, c'est juste de vouloir être entrepreneur, en fait. Okay. C'est plus l'envie de lancer quelque chose. Moi, j'avais toujours eu ça derrière la tête. J'étais ingénieur à l'époque. Et puis, je m'étais dit, j'avais d'ailleurs fait une année en management en me disant, un jour, je lancerai quelque chose. Et puis, après quelques années de travail dans une entreprise dans la région de Liège, je me suis dit... faudrait une fois que j'en parle à mon frère parce que ça doit être sympa de lancer une entreprise ou un projet à 2. Et donc voilà, je lui en ai parlé tout simplement. Je lui ai dit, ça te dirait qu'on fasse quelque chose ensemble ? Il m'a dit oui. Et donc là, ça a commencé à gamberger, je vais dire, pour trouver des idées. Lui encore, à l'époque, il était aux études, donc c'était pas forcément évident. Et on a commencé à itérer, à avoir plein d'idées. On a fait plein de choses différentes. On a fait des glaces, on a fait de l'alcool. Ah ouais ? Je savais pas ça. On a même fait des salades dans le jardin chez mes parents. Et puis le lendemain, les chenilles avaient tout bouffé. Donc on s'est dit non, c'est pas ça non plus. Et on a constamment cherché des idées jusqu'au moment où on a tombé sur une idée de carte de fidélité pour les commerçants de centre-ville. Ouais. Et c'est sur base de ça qu'on a été intégré au Venture Lab. Et à l'époque, je te la fais courte, mais on nous a dit, notre premier coach, Olivier Malu, j'y crois pas trop dans votre idée, mais je peux me tromper et vous devriez aller sur le terrain. C'est un des meilleurs conseils qu'on nous ait donné pour valider quelque part qu'il y a une demande pour ce que vous voulez faire. Et donc en fait, on s'est fait passer pour des étudiants qui faisaient un TFE sur le commerce de centre-ville et comment on pouvait les aider, notamment via une carte de fidélité. Et si tu veux, dans les questions qu'on posait aux gens qu'on rencontrait, il y avait des questions qui étaient un peu bidons pour noyer le poisson et que les gens ne comprennent pas tout à fait ce pourquoi ils étaient interrogés. Et en fait, à l'analyse après, il est ressorti que les questions qui nous intéressaient sur notre carte de fidélité pour les commerces de centre-ville, ça allait être difficile à mettre en place. Et par contre, dans les questions un peu bidons qu'on avait, il y avait celle d'aider les gens sur l'énergie. Et là, on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et tous les gens ont répondu oui, parce que je n'y connais rien, je me fais arnaquer, j'ai besoin d'aide, j'ai autre chose à faire que ça. Donc on s'est dit, tiens, il y a un service à lancer, quoi. Et on est retourné vers notre coach. Il nous a dit, testez que les gens sont prêts à payer pour ça. Parce que c'est bien de vous dire, ça m'intéresse, mais est-ce que je vais payer pour ça ? Et donc là, on a fait un faux contrat de nouveau. On a été ici dans le centre de Warem, essayer de le faire signer. C'est mon frère à l'époque qui l'a fait. Et je me souviens encore fin de journée, il me dit ouais ça va, j'en ai signé 5 ou 6, ça marche, les gens signent le contrat. Et donc on s'est dit là c'est qu'il y a vraiment une idée qui est développable. Ouais. Alors on a démarré sur comment est-ce qu'on allait le faire. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs de l'énergie pour savoir comment on allait aborder le
le marché, savoir comment aider les gens avec leur contrat d'énergie. Et c'est là qu'on a décidé de lancer l'entreprise. Donc en fait, c'est fou parce que du coup, ça part un peu d'un hasard. Oui, complètement. On pourrait trouver... Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, voilà, nous, notre mission, c'est d'aider à résoudre la crise climatique. Ouais. On s'en cache pas. Alors qu'en fait, au départ, c'était pas du tout le cas. Parce que quand tu aides quelqu'un sur son contrat d'achat d'énergie, tu lui fais faire des économies. Mais faut être honnête, à ce moment-là, il n'y a pas encore d'action sur la transition énergétique. Ouais. Et pourtant, en fait, c'est ce qui permet à une entreprise de devenir cliente chez nous. Et puis demain, d'être aidée sur sa transition énergétique. Service qui du coup est toujours là aujourd'hui parce que c'est la porte d'entrée chez PropTimize. Mais donc tout ça c'est construit petit à petit. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez vraiment écouté le marché, comme tu dis, et c'est souvent ce qu'on nous dit en tant qu'entrepreneur, c'est aller à la rencontre du marché, c'est important. On te le dit, mais nous, je me rappelle, on avait déjà des rendez-vous, on avait pris un hôtel en France pour aller rencontrer des gens pour l'idée de la carte de fidélité et on allait vraiment perdre notre temps en fait. Tu vois, donc oui, c'est ça. C'est une chose d'entendre le conseil, c'est encore mieux de l'appliquer. Ouais, c'est ça, c'est encore mieux de l'appliquer. Mais c'est super chouette parce que du coup, vous avez vraiment saisi en fait toutes ces opportunités de marché et c'est ça qui fait aujourd'hui, je pense que, une des clés du succès de PropTimize. Ouais, complètement. Oui, c'est de l'avoir construit comme ça à partir de l'écoute des clients en fait, tout simplement. Ah, ça c'est trop chouette. Je connaissais pas du tout cette histoire, donc je suis très contente d'avoir enregistré avec toi. Et si je m'adresse au Mickaël d'il y a 8 ans, est-ce que ce Mickaël d'il y a 8 ans, il imaginait aujourd'hui être à la tête d'une société qui a 60 collaborateurs, qui fonctionne très bien, qui est un peu mise en avant comme société d'avenir ou pas du tout? Non, non, clairement, on en rêve, mais on espère, mais on s'y attend pas et on suit ses rêves, on avance au quotidien et aujourd'hui, même maintenant, je pourrais te dire de quoi sera fait demain. On n'a pas envie de s'arrêter ici, donc même peut-être qu'aujourd'hui 60, c'est vrai que c'est déjà super, on est déjà très fiers du parcours, mais quelque part, on n'a pas envie de se fixer de limites et donc en fait, oui, c'est clair que non, on s'y attendait pas du tout d'être là aujourd'hui et j'espère que je te dirai la même chose dans 8 ans. Ah j'espère aussi. Par rapport au futur et par rapport à aujourd'hui. Je croise les doigts pour vous, mais Merci. En tout cas, j'entends que tu vois, ça a évolué en fait. Le projet, il a évolué constamment et c'est normal aussi. Ce qui était PropTimize il y a 8 ans n'est plus forcément ce qu'il est aujourd'hui. Et du coup, quelles étaient les valeurs fondamentales que tu voulais véhiculer toi en tant que chef d'entreprise dans ta société et ta culture d'entreprise il y a 8 ans et quelles sont les valeurs que tu véhicules aujourd'hui? Est-ce que finalement c'est les mêmes ou est-ce que ça aussi ça a évolué? Ouais, très vite on s'est posé cette question-là. C'était en conseil d'administration, on nous a dit qu'on devrait y réfléchir et je pense que c'était un bon conseil. Et donc on se les est posés à cette époque-là et on n'y a pas dérogé. Et en fait c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Okay. Alors de temps en temps on les redéfinit plutôt en termes de comportement pour clarifier les choses et on y travaille là aujourd'hui en fait à faire ce qu'on appelle une nouvelle version de nos valeurs. Mais évidemment elles vont pas radicalement changer, c'est plutôt de mieux les définir. Donc non, elles ne changent pas parce que je pense que indubitablement tu ne crées pas des valeurs pour faire plaisir, elles doivent être liées quand même à l'entrepreneur qui est à la source du projet parce que sinon tu vas pas défendre des valeurs avec lesquelles tu ne crois pas toi-même. Et donc il y a pas vraiment de raison que ça change, je pense. Ça s'adapte avec le temps mais pas plus que ça. Et c'est quoi ces valeurs que vous avez en socle? Alors chez nous, les deux grandes, c'est l'ambition et la bienveillance. Okay. Je trouve qu'ils se compensent un peu l'une l'autre parce que l'ambition sans bienveillance c'est pas top et la bienveillance sans ambition c'est pas top non plus. Donc pour nous voilà c'est clairement ça. L'ambition c'est simplement de se dire qu'on veut être meilleur demain qu'hier et qu'aujourd'hui. C'est ça. On ne demande pas à tout le monde d'être une star quand il arrive, mais on lui demande de se donner tous les moyens de continuer à se développer pour être meilleur demain qu'aujourd'hui. Ça c'est vraiment la définition qu'on lui donne. Et la bienveillance, c'est tout simplement, ça paraît tout simple, mais d'agir vis-à-vis de l'entreprise comme on aimerait qu'on agisse vis-à-vis de soi. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est dans la réalité en fait. Mais ça va vis-à-vis de l'employé, vis-à-vis de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parfois des gens dans l'équipe qui vont avoir peur de balancer un client quand le client est complètement injuste et incorrect. Ça peut être, tu sais, du service après-vente classique où la personne se fait injurier. Chez nous, on va pas dire à la personne non, tais-toi, c'est un client, il peut tout se permettre. Pas du tout. Si la personne n'est pas correcte, on n'en veut pas comme client non plus. Et c'est important de se faire respecter. Et donc, je veux dire, la bienveillance va dans les deux sens. Évidemment, nous non plus, on n'a pas le droit de maltraiter un client, c'est la base. Mais ça va dans toutes les relations qu'on peut retrouver dans l'entreprise.
Oui, c'est ça. Donc, c'est cohérent finalement parce que tu te dis, on n'accepte pas tous les clients non plus. On se donne aussi le droit de pouvoir décider d'avoir des gens et de travailler avec des personnes qui sont en adéquation avec Tout à fait. Et oui, tout à fait. Et c'est super important. Et c'est ça qui fait, je pense, qui fait beaucoup du bien-être en entreprise. C'est cet alignement parce qu'en fait, finalement, les valeurs, c'est ce que tu prônes, c'est ce que tu annonces dès que quelqu'un rentre dans l'entreprise. C'est un peu les règles du jeu quelque part. Donc, si après, c'est pas la réalité quand tu es à l'intérieur, ça devient vite un problème en fait, et ça rend tout le monde malheureux en réalité. Ouais, c'est ça. Et c'est souvent ce qu'on entend en fait, c'est un peu une inadéquation entre justement le discours sur ces valeurs et ce qui se passe réellement. Et du coup, là, j'entends qu'ici ça a l'air d'être bien aligné, donc ça c'est chouette. Est-ce que tu as eu au niveau du recrutement, est-ce que parfois tu as eu un peu des complications ou des gens qui étaient pas en adéquation avec ces valeurs? Je sais pas si t'as une anecdote à raconter. C'est pas une anecdote, enfin c'est pas forcément du coup marrant puisque quand t'as un désalignement, c'est pas forcément positif, mais effectivement, on a eu une mauvaise passe, moi je trouve, sans s'en cacher, où je dirais donc on est en 2024, en 2023, on était trop lax sur nos valeurs en fait. Et principalement sur celle de l'ambition et d'exigence, ou alors on a été trop dans la bienveillance. Et alors, ça devient une bienveillance complaisante, où en fait, tu dis oui, tu acceptes des choses que tu te dis, mais en fait, c'est pas normal. Et je dirais que, donc, on est parti de là, on a fait cette erreur-là, mais évidemment, tu t'en rends pas compte. C'est insidieux, ça se passe au quotidien. Et puis, au moment du dernier, tu te dis, mais non, ça va pas, en fait. Et je pense qu'en réalité, alors qu'il y avait moins d'exigences qu'avant, les gens chez ProOptimize, et je dirais même moi compris, on a été au plus mal en janvier de cette année, je te dirais. Et à partir du moment où on s'est dit maintenant non, il y a des choses qu'on peut pas tolérer en fait, c'est pas ça ProOptimize, c'est pas nos valeurs, et qu'on a remonté ce niveau d'exigence pour en fait coller simplement aux valeurs qu'on a toujours prônées, l'ambiance revient. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, et malheureusement on a perdu des gens à cause de ça. Enfin, je dis à cause, mais en fait c'est grâce parce qu'il y avait ce désalignement qui fait qu'aujourd'hui, comme les valeurs sont remises au centre et avec force, tout le monde commence à se réaligner beaucoup plus, et du coup l'ambiance s'en ressent directement en fait. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir ça parce que ça paraît fort théorique dit comme ça, mais ça fonctionne vraiment. Je pense l'alignement, je crois que c'est une des clés pour être bien dans l'entreprise. Par rapport à ce désalignement justement, c'est quoi la cause? Est-ce que ça a été des personnes qui étaient pas forcément bien recruté, ou est-ce que c'était plutôt un laxisme un peu général, un relâchement qui s'est opéré partout quoi? C'est une entreprise, c'est une équipe, c'est une grande équipe, donc on est tous coupables. Il n'y a pas des gagnants et des perdants. Quand on a perdu, on a tous perdu. Je pense que ça a été de la direction, en passant par les ressources humaines, en passant par le management. La responsabilité, elle est collective. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à ce moment-là, on met un nouveau management en place, puisque l'entreprise grandissant, à un moment donné, on doit mettre une couche managériale qu'il n'y avait pas avant. Ces managers apprennent leur métier, surtout qu'on a pris tous des jeunes, quasiment à 90% qui sont en interne, donc ils doivent apprendre leur boulot. Nous-mêmes, du coup, on doit tout d'un coup apprendre non plus être manager direct, mais être directeur, si on veut, responsable de manager, ce qui change complètement la donne, parce que t'es plus en direct avec les gens. Donc tu dois arriver à coacher ton manager pour qu'il arrive lui-même à coacher les gens alors qu'il n'a pas d'expérience. Donc c'est quelque chose de très difficile, et je pense que ça s'en est ressenti. Nous-mêmes, donc nos managers, parce qu'ils apprenaient leur métier, nous-mêmes parce qu'en fait on apprenait le nôtre en tant que directeur, et on a tous fait des erreurs à ce niveau-là qui ont mené petit à petit sans que tu t'en rendes compte vraiment. C'est des petites décisions à gauche à droite, c'est pas une grande décision qui a été mauvaise, c'est des petites à gauche à droite qui font qu'à la fin tu te dis mais là je me sens pas bien, ça colle pas en fait. Et il faut changer quelque chose. Ok. En tout cas, moi, j'adore. Je trouve que c'est très humain ta réponse, elle était très humaine, et c'est très humain aussi de pouvoir dire, en fait, c'est collectif, et du coup, c'est un peu ça. L'erreur, elle vient de tout le monde. Oui, tout à fait. Ça, je trouve ça très chouette de le souligner comme ça. Et justement, que tu parles un peu de management et que vous avez dû mettre en place de nouvelles choses, c'est normal. Quand il y a un changement, il y a toujours un moment donné, une phase d'adaptation, on le sait. Comment on fait pour passer de 2 personnes à 60 personnes en 8 ans, en fait? Oui, on travaille beaucoup, on y pense beaucoup. Après, on était aussi sur un marché qui était hyper porteur. L'énergie, c'est vrai que quand on a commencé, on le voit, par exemple, les gens en entretien d'embauche, il y a 8 ans, ils venaient parce que c'était la start-up.
aujourd'hui, ils viennent parce qu'il y a la transition énergétique et la cause climatique. En fait, ça, c'est quelque chose de nouveau, même pour les clients. Donc, forcément, ça a aidé dans la croissance. Et puis après, bah oui, c'est sans arrêt. En fait, c'est vraiment chez nous, je pense qu'on peut le dire, c'est sans arrêt se planter, se relever, retravailler, améliorer, échanger. C'est parfois difficile parce que je me dis, on impose tellement de changements chez nous dans nos équipes que parfois ça doit être dur à suivre. Et franchement, être chez Proptimize, c'est pas tous les jours facile. J'en ai conscience. Je vois nos managers qui doivent parfois souquer pour s'adapter à des changements qui sont perpétuels. Donc faut être bien armé par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est ce qui rend le truc passionnant. Mais c'est constamment s'adapter, se réorienter, parce que sinon, tu sais pas aller aussi vite, quoi. Dès que tu vas rapide, t'arrives vite dans un mur. Ah ok, donc c'est pas comme ça, il faut réadapter, il faut changer un peu, et c'est constant, c'est tout le temps. Après, ça n'a pas que des bons côtés, parce que c'est aussi pour ça qu'on arrivait à la situation que je te décrivais tout à l'heure. Si tu prends le temps, que tu prends le temps de bien recruter, de prendre beaucoup plus de temps, que tu prends le temps de bien former les managers, t'as moins ce type de problèmes qui se produisent, évidemment. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, quoi. C'est ça, il y a du bon, il y a du mauvais. Et justement, par rapport à la culture d'entreprise, qu'est-ce que ça change, en fait, d'être 260? J'imagine, t'as un peu des espèces de paliers, on dit toujours, en entrepreneuriat. Et du coup, comment t'as vu, toi, cette évolution par rapport à la culture d'entreprise que vous avez créée? Oui, ce qui change beaucoup, c'est que, encore une fois, quand tu as une vingtaine de personnes, t'es en direct avec tout le monde. Donc, dès qu'il y a un problème d'alignement, tu le sens tout de suite. T'as pas besoin qu'on te le remonte. C'est immédiat, tu le vois, t'en discutes. En fait, t'es tellement constamment, t'es dans le même bureau. Donc, ça va très vite. Quand t'arrives à 60 avec des managers qui prennent leurs fonctions, bah, t'es moins au contact du terrain. T'es moins au contact des gens, des équipes, et donc un mal-être, tu vas le voir beaucoup moins vite, et ça rend ça beaucoup plus difficile à détecter, en fait. Surtout qu'en fait, ces valeurs, les managers eux-mêmes doivent les acquérir, pour pouvoir les véhiculer, il faut déjà les avoir bien chevillés au corps personnellement, donc ça prend du temps, en fait. Donc, au plus tu vas vite, au plus c'est difficile. C'est ça, au plus c'est difficile. Comment tu fais? Parce que toi, c'est ton entreprise, donc c'est ton bébé, en fait. C'est un truc que tu as créé avec ton frère. Comment on fait pour transmettre justement les valeurs directement dans l'équipe? Et puis après, quand on a des managers, comment on fait pour transmettre ça? Donc on fait des ateliers autour de ça. On a ce que nous on appelle un syllabus, ça doit rester des études sur les valeurs, en fait, qu'on donne à tous les nouveaux qui arrivent. Ce qui leur permet de les connaître et de leur expliquer. C'est toujours Sébastien et moi qui donnons cette petite formation-là, en fait, à tous les nouveaux. Maintenant, en réalité, ça demande d'être travaillé constamment. Là, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, au tout début, il faut retravailler tout ça. Aujourd'hui, c'est plus suffisamment clair. Ça veut dire détailler mieux ce qu'on attend en termes de comportement, parce que te dire bienveillance, ça veut tout dire et rien à la fois. Il faut voir c'est quoi la bienveillance chez Proptimize. Et le fait de prendre le temps de le détailler et de le recommuniquer, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour le moment. Et en fait, il faut constamment communiquer autour de ça. Parce que sinon, t'en arrives à faire des erreurs. Alors, c'est l'autre façon d'apprendre, c'est de te prendre le mur, de dire voilà, ça, il faut plus faire. Ah ok, on a tous compris, ça, il fallait plus faire. Et on a appris. Non, si tu peux éviter les erreurs en anticipant, en formant tout le monde autour de ça, c'est quand même plus sympa, quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus sympa. Est-ce que toi, tu trouves que, ça te manque, ou est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans le fait que, justement, t'es un peu plus loin aujourd'hui des collaborateurs, ou t'arrives quand même à maintenir un peu du lien avec eux? Évidemment, forcément, t'es plus au contact des managers. Donc, la relation que t'avais avant avec tout le monde, tu l'as encore avec les managers, avec le comité de direction. T'es un peu plus éloigné parfois des équipes. Je pense qu'on a parfois aussi une responsabilité là-dedans, pour être parfois aussi plus au contact, et ça, c'est à nous d'y faire attention et d'y réfléchir, parce que c'est ça qui est gai, quoi. C'est d'être dans le pouls de l'entreprise et de sentir les choses aussi au contact d'eux. Même d'aller chez des clients, c'est pas que pour les collaborateurs. C'est vrai aussi pour les clients. Si tu n'y vas plus jamais, ce qui a été mon cas pendant tout un temps, mais là, c'est mon frère en tant que binôme, je vais dire, plutôt sur l'aspect commercial, qui avait ce rôle-là. Mais j'y suis encore retourné la semaine passée. Je me suis dit, c'est gai, en fait, d'être avec les clients, de parler, de comprendre leurs problèmes. C'est beaucoup plus facile après de trouver des solutions. Et c'est pareil avec les collaborateurs. Ouais, et finalement, en fait, quand tu grandis, parfois tu peux un peu, et c'est un peu le risque, je pense, de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est de perdre un peu l'essence de ce qui a fait ton projet. Tout à fait, oui, c'est clair que c'est ça qui est difficile. Nous, on s'était toujours dit, la croissance, oui, mais si à un moment donné les valeurs sont en péril, alors on arrête, on freine, on remet des équerres, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre pour le moment, en fait. Ça a grandi, ça a bien suivi.
Là, on a franchi une étape qui est difficile en termes de business, mais aussi de valeur. C'est vraiment lié. Et ça fait, je te disais, on est 60, ça fait une bonne année qu'on est 60. Je pense qu'on va rester 60-65 encore une bonne année parce que c'est pas encore tout à fait parfait. Mais je suis convaincu que ça va repartir de soi-même, en fait. Ouais. Il suffira que tout soit bien réaligné, tout soit bien solide. Les managers auront 2 ans d'expérience. Et là, ça va repartir parce que le marché, lui, il est toujours là, les idées sont là, mais il faut que les valeurs soient là. Ouais. Sinon, en fait, on va construire sur du sable et on va être malheureux. Parce que vraiment, c'est véridique, c'est pas malheureux, ça peut paraître un grand terme, mais on a moins de plaisir à travailler alors. Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup cette métaphore de construire sur le sable et de cette importance d'avoir des bases solides. Je pense qu'effectivement c'est très humain, encore une fois, de se dire en fait on va pas chercher la croissance à tout prix, mais on va y aller en palier. Tout à fait. Parce que il faut que la base elle reste solide. Donc j'aime beaucoup cette idée. Merci. Broptimize, en fait, de l'extérieur, quand tu regardes un petit peu ce que vous faites sur les réseaux, ce qui passe un peu dans les médias, etc. La culture d'entreprise, elle a l'air d'être super forte. Le bien-être, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de super important pour vous. D'ailleurs, vous avez eu il y a pas longtemps une récompense de Radio Contact qui a nommé Broptimize comme l'entreprise la plus chouette. Donc, c'est toujours des petites récompenses qui font plaisir, j'imagine. Et la question que j'avais envie de te poser par rapport à ça, c'est du coup ce bien-être qu'on a l'impression qui est très fort de l'extérieur. Comment toi, tu le définis? C'est quoi pour toi le bien-être au travail et comment tu le retranscris chez Broptimize au quotidien? Ouais, pour moi c'est d'avoir du sens à ce qu'on fait, tout simplement. Moi je trouve que c'est ça. C'est pour ça que quand on crée un ADN, qu'on l'a créé on l'a pas créé au tout début, mais c'était après peut-être 1 an ou 2. Quand tu crées ça, que tu crées vraiment une raison d'être, une mission, des valeurs, c'est ça qui permet en fait aux gens d'être bien derrière. Parce que à partir du moment évidemment où tu appliques ce que tu dis, si tu t'y retrouves et que tu dis ça c'est fait pour moi, tout de suite, c'est là que commence à se créer le bien-être, parce que du coup, si t'es intransigeant, mais ça nécessite d'être intransigeant, comme je disais tantôt, c'est pas évident forcément. Si t'es intransigeant là-dessus, les gens qui sont dans l'entreprise et qui sont alignés avec ça, se retrouvent entre eux en fait. Et alors, ça veut pas dire qu'on doit tous être les mêmes, c'est pas une secte, mais parce que tout le monde va avoir un peu plus d'ambition, un peu plus de bienveillance, va pas être exactement au même point sur chacune des valeurs. Mais quand tu te retrouves dans les 4, là ça devient magique en fait, et c'est ça qui fait la différence. Pour moi c'est ça, très clairement, c'est se retrouver autour de la mission, se reconnaître dans les valeurs, et quand ça s'est aligné, les gens en fait se comprennent parce que ils ont le même dictionnaire. Ouais, c'est ça. Et donc, le même objectif commun, en fait, finalement. Ouais. On parle beaucoup aujourd'hui, de nouvelles attentes de collaborateurs, notamment cette Gen Z qui peut être parfois un peu compliquée à saisir. Est-ce que toi, t'as vu dans ces 8 années-là, des différences au niveau des exigences de tes futurs collaborateurs? Je peux pas dire que ça, je l'ai ressenti, mais peut-être parce que ça ne fait que 8 ans et que si j'avais 20 ans de plus, je te dirais pas ça. Mais, donc je peux pas dire que là, j'ai vraiment senti quelque chose de différent. C'est vrai qu'on a des questions sur des éléments très ponctuels, le télétravail, ce genre de choses. Et on en fait, mais je pense pas que c'est la clé vers le bien-être. Je pense que c'est important, il faut y veiller, pourquoi pas en fait, quand ça peut être bien. Mais je reviens toujours à la question du sens et des valeurs de ce qu'on fait. Je pense que c'est le plus important. Ok, donc pas spécialement d'exigence par rapport à... Non, on n'a pas... non, je ne trouve pas. Les gens sont contents qu'on ait instauré le télétravail, parce qu'avant, il n'y en avait pas au tout début. Donc on l'a mis en place. On essaie même de le rendre encore un peu plus flexible qu'avant. On n'a pas d'horaire en fait chez Broptimize, que tu travailles. Si t'arrives à être aussi performant à 1h du matin quelque part, pour nous c'est la même, parce que tant que tu peux faire ton boulot et qu'il est fait avec qualité, c'est très bien. Donc y a plein d'aspects comme ça où ça peut être très flexible. On essaye de pas rester sur les vieux dogmes basiques. Faut être au bureau 8-16 ou 8-17 et puis si tu pars à 16h30, tout le monde te regarde. Je trouve ça ridicule. Et ça, je pense qu'on est déjà dans la mouvance des entrepreneurs d'après et qui ne prônent plus ce genre de comportement. Mais voilà. Ok, top. Par rapport à ce bien-être et par rapport à la culture d'entreprise que vous avez mis en place, quelle est ta, plus grande satisfaction, le truc dont tu es le plus fier dans ce que vous avez mis en place? Alors, je vais encore revenir à ça, c'est l'ADN en fait, et ce qui en découle quand il est vraiment fort et qui fonctionne, quand tu as ce qu'on appelle les gros congrès, donc c'est des journées qu'on fait 2 fois par an, fin juin et fin décembre en général, où toute la matinée est plutôt un peu plus sérieuse, où on présente les résultats de l'entreprise à tout le monde dans un cadre souvent assez sympa. Et puis l'après-midi, c'est beaucoup plus team building
fêtes différentes, et que tu vois l'ambiance qu'il y a à ce moment-là, là tu te dis que ça vaut la peine, quoi. Et je trouve que c'est là vraiment que je reviens toujours boosté de ce genre de choses parce que c'est vraiment super et c'est là que tu sens l'âme de l'entreprise et tu sens que quand ça va pas aussi. Ouais. Mais tu sens que les bonnes ondes, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc finalement ces événements-là, tu te dis ok, là en fait j'ai réussi mon taf, outre le fait d'avoir lancé une entreprise, en fait j'ai réussi à créer quelque chose qui me dépasse finalement. Ah mais t'as 10 fois plus de plaisir de voir ça que de gagner de l'argent. Vraiment, c'est c'est vrai. Tu te lèves pas pour ça dans le fond. Et quand tu vois que les gens sont bien et sont contents et sont heureux et s'amusent au boulot, ça n'a vraiment pas de prix. Ouais. Et donc ça, j'imagine, c'est un truc, comme tu le dis, il y a des périodes qui vont moins bien, des périodes qui vont. Donc tu restes toujours en fait finalement dans un état de vigilance, oui, j'imagine. Tout à fait. Ben oui, parce que c'est pas, en fait, encore une fois, paradoxalement, des valeurs, c'est pas tout autoriser, tout accepter, c'est pas ça du tout. Parce que ça ne marche pas. Si tu veux des grandes victoires, il faut aussi savoir se faire mal. Ouais. Parfois, les choses sont pas bonnes et il faut savoir le dire et c'est dur et c'est pas gai. Ouais. Et on souque ensemble et on essaye d'améliorer les choses. Ouais. C'est pareil dans le sport, c'est la même chose. Et finalement, tu vis la même chose dans les entreprises. Donc c'est un boulot quotidien de faire attention à ça et parfois de devoir prendre des décisions qui sont pas évidentes. Mais c'est pour le bien-être de ça. En fait, l'ambiance ne vient pas par magie. Parce que tu pourrais te dire, tiens, parce qu'on entend beaucoup d'anciens qui quittent Broptimize et puis qui disent, en fait, une ambiance comme ça, je retrouverai plus jamais. Mais ça vient pas du Saint-Esprit. Ça vient évidemment de chacun des collaborateurs individuellement, mais ça vient aussi de cette culture qui a été mise en place et à laquelle on consacre un temps considérable au niveau de la direction et de tout le monde, en fait, parce que c'est une vraie réflexion que beaucoup de gens ont directement, puisqu'on leur demande nous-mêmes d'y consacrer du temps et d'y veiller, en fait. Donc, ouais. Ça se voit, je trouve, quand tu me parles là comme ça, je le sens à quel point c'est important pour toi et à quel point t'es impliqué, donc ça fait plaisir à voir. Merci. Écoute, Michael, on arrive presque à la fin de notre épisode et la dernière petite question que j'ai envie de te poser. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux, climatiques, il y a plein de choses et on a parlé un petit peu de transition énergétique, etc. tout à l'heure. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui et construire le travail d'aujourd'hui, c'est aussi construire le travail pour demain. La question que j'ai envie de te poser, c'est quoi pour toi le travail de demain? Finalement, le travail de demain, il va ressembler à quoi? Ah j'ai retenu une phrase, elle n'est pas de moi et je ne sais pas de qui elle est, donc je suis désolé de la voler, mais par rapport à ça, j'avais entendu une phrase, je pense, qui est quand même connue, qui était de dire que hier on travaillait avec les muscles, aujourd'hui on travaille avec le cerveau, demain on travaillera avec le cœur, et je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Et ça, si je devais dire quelque chose qu'on ressent chez les gens, c'est surtout ça. Quand tu entends des burn-out, en fait, c'est souvent à cause de ça. Parce que t'avais pas de burn-out dans des gens qui allaient parfois à la mine. Ouais. Alors que radicalement, c'était beaucoup plus dur que le travail même que des gens font aujourd'hui. Donc c'est que le problème ne vient pas fondamentalement des conditions de travail, mais du fait qu'aujourd'hui tu ne peux plus travailler si tu n'as pas de sens à ce que tu fais. Ouais. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors je sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est très bien. Parce que ça donne beaucoup plus de plaisir et de passion dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est ça le boulot de demain, en fait. Tu ne pourras plus faire du travail sans comprendre ce que tu fais, sans faire du travail, entre guillemets, bête et méchant, sur lequel tu ne peux pas y mettre ta passion et ton cœur, et je pense que c'est ça qui va changer. Et s'il y a une chose à laquelle on doit faire attention en tant qu'entreprise, c'est à ça. C'est ça. Moi, je l'ai vu aussi passer il y a pas très longtemps, cette phrase, justement, et elle m'a beaucoup parlé. Et en fait, moi, ça a fait écho en me disant, finalement, est-ce que c'est pas quelque part réhumaniser un peu le travail? Mais si, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça devrait être comme ça dans tout, en réalité. Ouais. Et c'est tout le défi. Ouais. Parce que pour moi, le travail, je trouve ça toujours particulier. Moi, d'ailleurs, je n'estime pas avoir une vie professionnelle ou privée. Je sais que ça va être particulier, mais en fait, quand je travaille, je m'occupe aussi des finances d'un club de basket. Est-ce que c'est du travail? C'est bénévole. Donc, est-ce que c'est du travail? Est-ce que ça fait partie de ma vie privée? Je m'occupe, je fais des activités, je sais pourquoi je le fais. Je m'amuse, je rencontre des gens, c'est pareil dans l'entreprise. Donc finalement, tu vois, c'est pas la question de passer 1 heure à son travail versus passer 1 heure dans sa vie privée. Ce qui compte, c'est que je sais pourquoi je le fais, et comme ça a du sens, ça c'est pas vraiment la question de savoir si c'est rémunéré, pas rémunéré, si c'est du professionnel ou du privé. Voilà, là c'est vrai que la seule chose que je vais faire quand même, c'est quand je suis en vacances, je vais couper mon téléphone professionnel pour quand même me vider la tête. Quand même, j'allais dire. Voilà, mais c'est purement c'est pour moi, pour se vider la tête et vraiment penser à autre chose, ça fait du bien quand même. Mais dans le fond, ça ne me dérangerait pas radicalement. Est-ce que parce que là moi je m'adresse à un chef d'entreprise, donc c'est ton projet, c'est ton bébé, c'est une passion aussi. Donc toi, c'est travail égale passion. Donc il y a aussi une vision. Est-ce que dans les collaborateurs que t'as,
chez toi, est-ce que tu ressens cette même énergie de travail égale passion, ou est-ce qu'il y a quand même une volonté de faire une séparation entre la vie privée et la vie pro? Je te dirais pas que chez tout le monde, c'est comme ce que je viens de te décrire chez moi. Mon rêve, c'est que on puisse rendre le travail tellement intéressant chez Proptimize que tout le monde puisse vivre ça, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait faire. Moi, quand je vois à quel point j'ai du plaisir à venir bosser, et même le samedi, ma compagne ne serait pas contente que je le dise, mais j'ai du plaisir à venir bosser le week-end. Ça a pas de prix, ça. Parce que tu vois, c'est pas une question d'heure, c'est juste que je m'amuse. Ouais. J'adore, je sais où on va, j'ai envie qu'on avance, et donc si ça peut susciter ça chez d'autres personnes dans l'entreprise, je sais que là, ça lui offre en fait un bonheur qui est vraiment grand. Ouais. Et ça, c'est, je pense, tout le plaisir qu'on peut avoir. Ouais. Top. Écoute, merci beaucoup, Mickaël, pour ce petit épisode. Est-ce que il y a un petit point de contact où nos auditeurs peuvent te joindre, ou un réseau social ou quoi? Oui, les grands classiques, donc proptimize.be, notre site internet. Ouais. Les réseaux, sur Facebook, il y a une page, et puis sur LinkedIn, principalement pour les collaborateurs qui voudraient nous rejoindre. Il y a toujours des offres d'emploi qui sont affichées sur les différents réseaux. Super. Je mettrai tous les liens de contact en description de cet épisode. Beaucoup. Je te dis encore un grand merci d'avoir participé avec moi à cet épisode. Avec puis, plaisir. À nos auditeurs, j'espère que vous avez aimé ce petit moment, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe, via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.